Carlos Slim a dominé la liste mondiale des plus riches pendant des années, contrôle les réseaux téléphoniques de tout un continent et possède un manoir de la 5e avenue dont la plupart des milliardaires ne rêvent que. D'un palais de l'époque dorée de 44 millions de dollars à une flotte de super-yachts et un jet Gulfstream, Carlos Slim commande un monde d'opulence vertigineuse. L'immobilier de luxe, des humbles débuts au palais de l'époque dorée. Au centre même de l'existence quotidienne de Carlos Slim se trouve une seule adresse, et ce n'est pas celle à laquelle on s'attendrait de la part de l'homme le plus riche que l'Amérique latine ait jamais produit. Sa résidence principale se trouve à Lomas de Chapultepec, une enclave exclusive et verdoyante dans l'ouest de Mexico, qui borde le vaste parc Bosque de Chapultepec. Les habitants l'appellent simplement Las Lomas, et c'est l'un des terrains les plus convoités du pays, un royaume de collines aux rues fermées, aux arbres imposants, aux ambassades et aux grandes maisons des familles les plus puissantes du Mexique. Le quartier lui-même respire l'argent discret. Le terrain ondule et s'élève. Des arbres matures ombragent de hauts murs de pierre. L'architecture varie des maisons traditionnelles mexicaines majestueuses aux showcases minimalistes modernes épurés, et les rues dégagent une atmosphère de seclusion raffinée que, franchement, l'argent seul ne peut pas créer. Les maisons de luxe comparables dans cette poche raréfiée se sont affichées à 12 millions de dollars ou plus, le genre de résidence contemporaine étalée construite pour une vie intérieure-extérieure transparente, où les murs de verre se dissolvent dans des jardins manicurés, et la limite entre la maison et le paysage disparaît simplement. Et c'est ici que le paradoxe s'annonce en pierre. La propre maison de Slim, située dans ce temple de richesse, est frappamment discrète. C'est une propriété de 6 chambres où il a élevé ses 6 enfants aux côtés de sa défunte épouse, Soumaya. La philosophie de conception n'a jamais été la grandeur. C'était une connexion. Les pièces étaient arrangées près les unes des autres pour garder la famille repliée dans la vie quotidienne, les uns des autres, privilégiant la chaleur et la proximité plutôt que l'excès caverneux et vide. Pour un homme qui aurait pu commander un palais, le choix était une maison familiale très unie. Cette résidence a fonctionné comme l'encre inébranlable de sa vie à travers des décennies de construction d'empire. Elle se trouve près de ses bureaux, près de sa maison d'enfance et près des résidences de ses enfants adultes, formant une sorte de composé familial de facto, un quartier de dynastie privée niché dans les collines. Alors que d'autres milliardaires collectionnent et jettent des maisons comme une mode saisonnière, Slim s'est installé une fois et y est resté. L'enclave environnante récompense cette loyauté avec une verdure luxuriante, une sécurité inébranlable et une sérénité que le chaos du centre de Mexico ne pourrait jamais offrir. Mais ses ambitions immobilières ne se sont pas arrêtées à sa propre porte. Par l'intermédiaire d'Inmobiliaria Carso et d'entités connexes, Slim a façonné l'esquiline. Ses participations incluent Plaza Carso, un développement de repères tissant ensemble la vente au détail de luxe, les bureaux, les espaces culturels tels que le Museo Soumaya et la vie haut de gamme en un seul district brillant. Ici, l'immobilier cesse d'être un abri et devient un écosystème. Un monde autocontenu qui génère le loyer, le prestige et la culture tout à la fois. Puis, il y a le joyau de la couronne et il se trouve à un continent entier scintillant sur l'avenue la plus célèbre d'Amérique. En 2010, à l'apogée absolue de sa domination mondiale, Slim a acheté la maison Benjamin N. Duke, également connue sous le nom de Mansion Duke Simmons, au 1009 5e avenue à Manhattan, pour environ 44 millions de dollars. Ce n'est pas un trophée ordinaire. C'est un chef-d'œuvre beaux-arts de l'époque dorée construit en 1901 pour le magnat du tabac Benjamin Newton Duke, et il se dresse comme l'une des dernières demeures privées restantes sur la 5e avenue, positionnée directement en face du Metropolitan Museum of Art. Entrée à l'intérieur et l'opulence est accablante. Le manoir s'étend sur environ 20 000 pieds carrés sur 8 étages, certains récits décrivant jusqu'à 12 chambres et 14 salles de bain. Imaginez des façades de calcaire et de briques rouges s'élevant au-dessus de l'avenue, des plafonds qui s'élancent, des boiseries sculptées à la main qui ont pris des mois aux artisans pour terminer, des accents délicats de trompe-l'œil peints pour tromper l'œil, des fixtures en feuilles d'or attrapant la lumière de l'après-midi, et des frises en plâtre complexe couronnant les pièces construites pour une ère révolue de divertissement. Son statut de monument protégé ajoute un prestige qu'aucune nouvelle construction ne pourrait jamais répliquer. Et puis vient le geste qui révèle le marchand sous le propriétaire du manoir. Slim a inscrit la propriété pour 80 millions de dollars. D'abord en 2015 et à nouveau plus tard, capitalisant sur son appréciation, tout en choisissant apparemment de rester dans des hôtels haut de gamme lors de ses visites à New York, plutôt que de vivre dans la maison du tout. Relisez cela, il a acheté l'une des plus magnifiques demeures privées de New York et l'a traitée non pas comme une résidence, mais comme un actif, un chef-d'œuvre beaux-arts, tenu comme une action de premier ordre inscrite à près du double de ce qu'il a payé. Les grands salons, les suites du dernier étage, la cuisine de qualité commerciale du sous-sol, tout cela restait en tant qu'inventaire dans son portefeuille, plutôt que de servir comme son lit pour la nuit. Le modèle s'est poursuivi dans la ville et au-delà. Il a acquis une deuxième propriété à Manhattan au 10 West 56th Street en 2011 pour 15,5 millions de dollars, la louant ultérieurement. Ses jeux plus larges incluaient le Market Building à Détroit, acheté lors d'une baisse et vendu ultérieurement à profit, et des acquisitions immobilières commerciales à New York valant des dizaines de millions de plus. Au Mexique, ses intérêts s'étendent à des développements de luxe côtier où les unités haut de gamme sont dotées de piscines privées et d'un accès direct à la plage. Ce qui relie tout cela ensemble est une philosophie unique, et c'est la même que son père lui a enseignée au registre. Acheter pendant les ralentissements, quand la peur a poussé les prix au plancher, tenir pour la valeur, intégrer le luxe personnel avec les actifs générateurs de profit pour que même les trophées paient le loyer. Les salons opulents du Duke Mansion et les jardins tranquilles de Lomas qui font écho à l'influence de Slim sont deux facettes d'une idée, que l'immobilier le plus fin n'est pas celui que vous montrez du doigt, mais celui qui dure, s'apprécie et un jour passe à la génération suivante. Dans le monde de Slim, une maison n'est pas un endroit où vous vous montrez. C'est où l'héritage est gravé dans la pierre et l'acier. Les véhicules de luxe, le prestige pratique et l'autonomie. Si vous voulez comprendre Carlos Slim, observez comment il se rend au travail. Dans le monde entier, les milliardaires s'annoncent par leur garage, des flottes de hypercars hurlantes enrobées de chrome, des limousines chauffeurs glissant vers les terminaux privés. Slim fait quelque chose d'y presque impensable selon cette norme. Il se conduit fréquemment lui-même à Mexico, naviguant dans les mêmes rues notorieusement encombrées,
que tout le monde derrière son propre volant dans des véhicules choisis pour la fiabilité et le confort, plutôt que le spectacle. Cela ne signifie pas qu'ils se refusent la qualité. Les préférences documentées pointent vers une Bentley Continental Flying Spur pour le confort de grand tourisme. Divers berlines et VUS Mercedes-Benz, y compris les variantes blindées pour la sécurité, les modèles Audi, et même une Cadillac Vintage de 1941 qui reflète une veine de nostalgie personnelle. Imaginez la Flying Spur, sa cabine revêtue de cuir souple cousu à la main, son moteur livrant des vagues d'énergie sans effort, sans jamais élever la voix, glissant dans les avenues fermées d'Eloma tôt le matin. C'est du luxe, indéniablement, mais c'est un luxe qui chuchote plutôt que de crier. Le raffinement conçu pour l'homme à l'intérieur plutôt que pour la foule à l'extérieur. Les modèles Mercedes blindés méritent leur propre mention, car ils parlent des réalités de sa vie. Une figure du profil de Slim ne peut pas se déplacer dans le monde sans protection, et ainsi la protection balistique est pliée discrètement dans la conduite moelleuse d'une berline de niveau Maybach. La sécurité et la sérénité voyagent ensemble. La Cadillac Vintage, en revanche, est du pur cœur. Une relique brillante de l'année après sa propre naissance, le chrome attrapant la lumière, une pièce d'histoire roulante plutôt qu'un outil quotidien. Maintenant, c'est le point où Internet tend à inventer une fantaisie et l'honnêteté exige que nous l'abordions de front. Les rapports de vastes collections, Pagani ou Eyras, Koenigseggs, Lamborghinis, Ferraris, Porsche, circulent, mais ils proviennent souvent de réclamations non vérifiées ou exagérées sur des garages mexicains, plutôt que n'importe quoi documenté sur Slim lui-même. L'image virale d'un musée de hypercars d'un trilliardaire fait un contenu thrillant. Mais ce n'est pas l'homme. L'approche documentée de Slim privilégie l'ingénierie allemande pour l'utilisation quotidienne fiable et l'artisanat britannique pour le voyage occasionnel plus long. Il évite pointilleusement le garage comme trope du musée si courant parmi ses pairs, et cette retenue est, à sa manière, le luxe le plus profond de tous. Pensez à ce que l'autonomie signifie pour quelqu'un de son statut. Il pourrait convoquer une flotte de conducteurs d'un seul mot. Il ne pourrait jamais toucher un volant à nouveau pour le reste de sa vie. Au lieu de cela, il choisit l'autonomie de conduire lui-même, le contrôle d'une voiture fiable qui fait exactement ce dont il a besoin et rien de plus. Pour un homme dont chaque habitude est construite autour de la discipline, les levées tôt, les trajets au bureau, les dîners en famille, une voiture n'est pas un symbole de statut à polir et afficher. C'est un outil, une extension fiable d'une vie strictement ordonnée. Il y a une confiance tranquille dans ce choix qu'aucune hypercar ne pourrait jamais acheter. Un Mercedes 4x4 bleu marine qui se raide à travers les rues fermées d'Eloma. Une Bentley le portant à une réunion du conseil d'administration de Grupo Carso, tandis qu'il examine les rapports en chemin. Ce ne sont pas les accessoires d'un homme affichant sa richesse, ce sont les instruments d'un homme l'utilisant. Les personnalisations dans lesquelles il investit tendent vers la fonction, les caractéristiques de sécurité, les intérieurs sur mesure construits pour le confort sur de longues heures, le genre de dépenses sélectives qui soutient la productivité et le garde proche de sa famille, plutôt que d'impressionner des étrangers à un feu de circulation. Dans l'architecture plus large de son empire, les véhicules se connectent à tout le reste, les intérêts industriels et manufacturiers sous ces conglomérats, le poids culturel des marchés qu'il privilégie. Mais la leçon du garage de Slim est la leçon de toute la vie de Slim. Le vrai luxe n'est pas le plus bruyant, c'est la liberté de choisir la simplicité quand vous pourriez vous permettre l'excès et de garder vos mains sur le volant quand tout le monde s'attend à ce que vous le remettiez. Les entreprises de luxe, le moteur du conglomérat alimentant l'opulence. Nous arrivons ici au vrai trésor, et ce n'est pas une voiture, un manoir ou un yacht. Le luxe le plus profond et le plus stupéfiant de Carlos Slim est la propriété elle-même, la commande sur des empires commerciaux si vastes qu'ils façonnent la vie quotidienne de centaines de millions de personnes. Tout le reste dans son monde, chaque propriété, chaque aéronef, chaque peinture, n'est que l'échappement de ce moteur colossal. Pour comprendre son opulence, vous devez comprendre la machine qui la produit. À la base se trouve Grupo Carso, la société holding familiale nommée pour Carlos et Sumaya, qui contrôle les participations dans presque toute l'économie mexicaine. Et s'élevant au-dessus se trouve l'actif de la couronne, América Móvil, y compris Telmex, fournissant des services de télécommunication à des centaines de millions de personnes à travers l'Amérique latine et générant des flux de trésorerie énormes et implacables. Imaginez l'ampleur de cela pendant un moment. Chaque message texte, chaque appel téléphonique, chaque mégaoctet de données circulant sur un continent, beaucoup de cela circulant à travers des infrastructures qui répondent à un homme. Ce n'est pas la richesse mesurée en objets, c'est la richesse mesurée dans le tissu conjonctif des nations entières. Mais l'empire ne s'arrête pas à la téléphonie. Ses autres piliers incluent la vente au détail par le biais de Sanborns et Sears Mexico, ainsi que la construction, l'énergie, l'exploitation minière, les projets d'infrastructure et les services financiers par Anbursa. Quand une famille mexicaine fait ses courses, utilise une banque, se conduit à travers une nouvelle route ou allume les lumières, il y a une chance significative qu'une partie de cette expérience revienne au conglomérat de Slim. Ce ne sont pas des investissements passifs, garés dans un portefeuille et oubliés. Ce sont des domaines actifs, gouvernés, élargis et défendus. Et l'empire continue de se mouvoir. Les engagements récents s'étendent sur des investissements de plusieurs milliards de dollars dans le rail, l'énergie, le pétrole et l'infrastructure de télécommunications liées au plan de développement national du Mexique. À un âge où la plupart des gens ont long retraité, Slim place toujours des paris de la taille de petits budgets nationaux. La stratégie derrière tout cela n'a jamais dévié du principe que son père lui a planté. Acquérir les actifs en détresse pendant les crises. La crise de la dette des années 1980, les privatisations de télécommunications. Quand les prix s'effondrent et les timides fuient, alors tenir et laisser la valeur se composer à travers les décennies. C'est la patience weaponisée à une échelle que peu d'investisseurs sur Terre peuvent égaler. Le luxe ici est enivrant, mais ce n'est pas le genre que vous pouvez photographier. C'est le luxe du pouvoir de la salle de réunion, de façonner les industries qui touchent la vie ordinaire à chaque tour. La connectivité, la banque, l'expérience de la vente au détail, à l'intérieur de places obscales brillantes.
C'est la liberté de la liquidité si profonde qu'aucun achat, aucune acquisition, aucun engagement philanthropique ne l'épuise jamais. Quand vous contrôlez des moteurs qui jettent des revenus en dizaines de milliards chaque année, chaque indulgence personnelle devient une erreur d'arrondi, financée sans effort tandis que l'empire ne fait que croître. Il y a aussi une dimension profondément humaine, enfilée à travers toute cette puissance corporative, et elle nous ramène au thème de l'héritage. Les fils de Slim, Carlos Slim Domit, Marco Antonio et Patrick occupent des rôles de leadership avec les filles et les beaux-parents contribuant à travers l'entreprise. C'est le contrôle dynastique dans sa forme la plus pure, un empire conçu non pour mourir avec son fondateur, mais de passer intact à la génération suivante. Le même instinct qui a arrangé sa maison familiale pour la proximité gouverne, maintenant la succession de l'une des plus grandes fortunes vivantes. Le sang et les affaires fondues en une seule ligne continue. Et le moteur n'enrichit pas seulement la famille. Par le biais de la fondation Carlos Slim, des milliards s'écoulent dans l'éducation, la santé, la nutrition et la culture, transformant le profit brut en impact sociétal. Les bibliothèques numériques, les bourses d'études, les hôpitaux, l'accès haut débit pour ceux qui n'auraient jamais pu se l'offrir. C'est du luxe redirigé vers l'extérieur. La richesse de l'empire convertie en bien-être de millions. Les critiques soulignent équitablement la domination du marché que commande un tel empire, et ce débat est réel. Pourtant, les contributions à l'économie du Mexique, sa connectivité, ses institutions sont tout aussi indéniables. Au final, les entreprises sont où le véritable luxe de Slim vit, pas dans ce qu'il conduit ou porte, mais dans le pouvoir tranquille et immense d'un homme qui peut s'asseoir dans un bureau lambrissé de bois et prendre des décisions qui ondulent dans tout un continent. Cette autonomie, cette prévoyance, ce commandement est le luxe apex qui finance tout autre. Le conglomérat est le moteur. Tout le reste n'est que la balade. Les voyages de luxe haut de gamme et la mode, le ciel privé, les mers et le style intemporel. Pour un homme dont l'empire s'étend sur les continents, la capacité à se déplacer librement n'est pas un avantage, c'est une nécessité. Et c'est ici que Carlos Slim se permet certains de ses plus tangibles luxes. Le monde qui dépend de lui est trop grand pour naviguer par des moyens ordinaires, et ainsi il commande le ciel et la mer avec des actifs construits pour l'autonomie absolue. Commencer dans les airs. Slim possède un jet privé Gulfstream G550, immatriculation XAATL, un avion d'affaires long courrier évalué à environ 25 millions de dollars, livré au milieu des années 2000. Ce n'est pas un simple moyen de transport, c'est un bureau volant et un sanctuaire équipé d'intérieur sur mesure, de l'avionique avancée, et des communications par satellite qui lui permettent de garder une main sur l'empire même à 40 000 pieds. Le Gulfstream efface la distance en rien. Un saut rapide à New York pour les affaires, un vol à travers l'Amérique latine pour superviser les opérations, un voyage tranquille à une réunion familiale, tout selon son calendrier, libre de la friction du voyage commercial. Des douzaines de vols par an transforment l'aéronef en le système nerveux d'une entreprise sans frontières. Puis descendez à l'eau, où le luxe devient encore plus romantique. Le super yacht de Slim est l'Alstar, un navire de 52 mètres, environ 170 pieds, construit par le légendaire chantier naval néerlandais Fitchship en 1998. Originalement nommée Soulmates et construite pour le fondateur de Reebok, Paul Fireman. Imaginez-la coupant à travers les eaux azurées de la côte du Pacifique, accueillant 10 invités ou plus dans des intérieurs raffinés avec la capacité de traverser d'océans. Les ponts s'ouvrent sur le soleil, l'empire réduit à un signal satellite et l'horizon s'étendant sans rupture dans chaque direction. Les coûts d'exploitation s'élèvent à plusieurs millions par an, un montant qui, par rapport à sa fortune, est très précisément rien. Ce que l'Ostar offre véritablement, c'est la seclusion, un monde privé pour la réflexion, pour la famille et pour les conversations discrètes qui façonnent les décisions de milliards de dollars. Ensemble, le jet et le yacht transforment les voyages d'une corvée en une extension transparente de sa vie. Le Gulfstream le porte au capital culturel de l'Europe, peut-être pour nourrir la passion de l'art qui remplit son musée, ou au centre financier où les accords sont conclus. L'Ostar offre le luxe plus lent de la mer, le temps lui-même rendu spacieux. Les terminaux privés, l'équipage dédié et l'absence de toute contrainte commerciale incarnent une liberté que l'argent achète, mais peu utilise aussi efficacement que lui. Et quand Slim descend de ce jet, que porte vraiment l'homme le plus riche d'Amérique latine? La réponse, prévisiblement et merveilleusement, défie l'expectative. Sa mode personnelle est conservatrice et fonctionnelle. Des costumes bien coupés, des chemises et des cravates dans des coupes classiques, souvent provenant de ses propres filiales de vente au détail comme Sanborn ou Sears Mexico. Il privilégie les tissus de qualité et la silhouette intemporelle, plutôt que les tendances saisonnières ou les logos bruyants. Il pratiquait le luxe discret des décennies avant que la phrase ne devienne à la mode. Une garde-robe de substance, de durabilité et de discrétion. Il y a une logique délicieuse à cela. Pourquoi chasser le battage publicitaire des créateurs quand vous contrôlez vous-même les canaux de distribution? Les aventures commerciales de vente au détail de Grupo Carso étendent son influence profondément dans la mode et les biens de consommation, y compris des aventures comme Philosophie Junior Studio, destinées aux démographies plus jeunes. L'homme n'a pas besoin de prouver son goût par un logo sur sa poitrine. Il possède les magasins. Ses choix quotidiens restent pratiques, appropriés pour le rythme des réunions d'affaires et des dîners en famille, avec la couture sur mesure réservée, présumément aux rares occasions qu'il exige. C'est la même philosophie qui gouverne ses voitures et ses maisons, simplement exprimée en tissu. Le contrôle sur l'empire du détail lui permet de participer au monde de la mode par le haut, façonnant ce qu'une nation porte tout en s'habillant lui-même dans une fiabilité discrète. Dans une culture obsédée par l'étiquette visible, la garde-robe de Slim est un manifeste tranquille, que l'élégance réelle est la liberté de porter exactement ce qui fonctionne et de se soucier pas du tout si quelqu'un est impressionné. Qu'il s'envole dans le Gulfstream ou qu'il soit ancré à bord de la Star, l'homme au centre de tout reste vêtu à titre utile, pas à titre de spectacle. Les bijoux, l'art
et les objets de collection, les trésors culturels et la valeur durable. Nous arrivons maintenant à l'expression la plus profonde du luxe de Carlos Slim, et c'est celle qui révèle son âme plus que n'importe quel manoir, jet ou participation dans un géant de la téléphonie ne pourrait jamais. Pour tous les moteurs du commerce qui le définissent, la plus grande indulgence de Slim est la beauté elle-même, rassemblée, préservée, et puis, remarquablement, donnée au public. Son nom est le Museo Soumaya, et il porte le nom de la femme qu'il a perdue. Le musée, nommé pour Soumaya, a sa maison iconique la plus célèbre dans le bâtiment de la Plaza Carso à Mexico. Une structure futuriste conçue par son gendre, Fernando Romero, et revêtue de quelques 16 000 carreaux d'aluminium hexagonaux. Le bâtiment lui-même est une œuvre d'art, une structure rhomboïde brillante, tordue qui semble ondoyer avec lumière et mouvement, ressemblant à un joyau contre le ciel de la ville. Il ressemble moins à un musée et plus à une sculpture assez grande pour marcher à l'intérieur. Et en un sens, c'est exactement ce qu'il est. Ce qui le renferme est stupéfiant. La collection s'étend sur quelques 66 000 à 70 000 œuvres à travers 30 siècles de créativité humaine. Évaluée par divers comptes dans les centaines de millions et au-delà, à son cœur se trouve l'un des réalisations couronnées de la collecte privée n'importe où sur Terre. Le musée détient l'une des plus grandes collections privées des œuvres d'Auguste Rodin n'importe où dans le monde, y compris des centaines de sculptures et de moulages, parmi lesquels la figure immortelle du penseur, méditant en bronze.
Les galeries contiennent les maîtres européens, Van Gogh, Monet, Matisse, Picasso, Dali, El Greco, aux côtés de l'art mexicain, des artefacts préhispaniques, l'une des plus grandes collections de pièces de l'ère coloniale, des œuvres impressionnistes, des textiles et la photographie. Marcher dans ces couloirs, c'est voyager à travers 30 siècles de l'imagination humaine. Des reliques mésoaméricaines, façonnées par des mains perdues à l'histoire, à la couleur sauvage, des impressionnistes à la poésie de bronze de Rodin. C'est une fortune privée transmutée en une cathédrale publique de l'art. Voici le détail qui la rend extraordinaire. Le geste qui saisit tout sur l'idée de Slim du luxe. Le musée est gratuit et ouvert au public. Il a dépensé une fortune pour assembler des trésors que les collectionneurs les plus riches du monde enferment dans des coffres à température contrôlée. Et puis il a jeté les portes ouvertes à n'importe qui voudrait bien entrer gratuitement. Un enfant d'école d'un quartier pauvre peut se tenir devant un Rodin gratuitement dans un bâtiment façonné comme un joyau, parce que l'homme le plus riche d'Amérique latine a décidé que la beauté devrait être partagée plutôt que d'être thésaurisée. C'est le luxe redéfini comme cadeau, l'opulence redirigée vers l'extérieur, un monument à une épouse bien-aimée, qui fonctionne doublement comme un présent à une nation entière. Face à cette grandeur, l'ornementation personnelle de Slim est presque étonnamment simple. Ses propres accessoires sont simples, des montres modestes et des articles personnels remarquables sans aucune exposition de diamants encroutés que d'autres fortunes invitent. Le contraste est le point entier. L'homme porte presque rien de note, tandis qu'il construisait l'une des collections d'art les plus importantes de la planète. Son bijou n'est pas au poignet. Il est accroché au mur d'un musée public disponible pour les millions. C'est où sa philosophie de collecte et sa philosophie commerciale fusionnent finalement en une seule. L'art, les pièces, les reliques historiques. Ce sont les actifs difficiles, la même catégorie que son immobilier et ses stocks, les participations qui s'apprécient au fil du temps tout en livrant quelque chose que les marchés ne peuvent jamais. La signification, ce sont une couverture contre la volatilité qui enrichit également l'âme. La collection de Soumaya augmente en valeur et en irremplaçabilité culturelle à chaque année qui passe. Exactement le genre de valeur de composition patiente que son père lui avait enseigné de chercher au registre il y a si longtemps. Au final, le musée est le miroir parfait de l'homme. Sa façade miroir reflète la ville autour, et à l'intérieur, il reflète tout ce que Slim croit, que les plus belles choses devraient durer, que la richesse atteint sa plus haute forme quand elle sert quelque chose de plus grand que soi-même, et que le vrai luxe n'est pas ce que vous gardez, mais ce que vous laissez derrière. Carlos Slim Helou est né le 28 janvier 1940 à Mexico d'immigrants parents libanais. Son père, Julian Slim Haddad, était un marchand. Ce détail importe, car le marchand a fait quelque chose qui a façonné tout ce qui a suivi. Il a assis son fils et lui a enseigné d'enregistrer chaque peso. L'économie, le calcul et la vision à long terme ont été inculqués à Carlos avant qu'il soit assez vieux pour dépenser l'argent de son propre compte. Cet entraînement a produit un type d'esprit spécifique. Slim n'a pas poursuivi la riche